Bon, ça va, mon bébé. Ça va? Oui, tu vas bien? Ça va bien? Alors moi, je vous ai découvert, comme beaucoup de gens, dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Vous êtes entrepreneur, vous avez créé cette marque qui s'appelle Nali. C'est une marque qui promeut la safranothérapie pour répondre aux maux de la société tels que le stress, l'anxiété ou le manque de sommeil grâce au safran. C'est comme ça que vous pitchez votre entreprise. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback en février. Le jour où moi, je vous ai découvert, c'était dans l'émission d'M6 et c'est la première fois que vous arriviez sur le plateau. Bonjour à tous, nous sommes Nadir et Abderrahman. Nous cherchons un investissement de 200 000 € contre 5% de notre capital. Et dans cette valise, il y a 100 000 €. Dans cette valise, il y a une solution pour 95% des Français contre leurs problèmes du quotidien. Le stress, les problèmes de sommeil, le cycle féminin, etc. Mais ce n'est pas tout. Dans cette valise, il y a un trésor. Il y a de l'or qu'on appelle l'or rouge. Dans cette valise, il y a le safran. L'épice la plus rare et la plus chère du monde, qui se monnaie jusqu'à 38 000 € le kilo. Et ce safran, il vient des hautes steppes afghanes d'où vient Abderrahman. Et il a été primé meilleur safran du monde et on en est fiers. Notre histoire, l'histoire d'une bande de potes, issus de quartiers, sans réseau, qui voulaient donner un sens à leur vie. On voulait changer le monde et on a compris que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour ce changement. On est parti de rien et on est devenu des experts. L'histoire d'une bande de potes, vous avez grandi dans un quartier, vous n'aviez aucun réseau. Comment est-ce que ça commence entre vous? Nous, c'est une histoire d'amitié. On est des amis, on s'est connus sur les bancs de la fac, lui et moi, Abder, en 2011. Vous faisiez quoi comme études? Moi, j'étais en DUT à ce moment-là, génie thermique et énergétique. Puis après, on a continué avec une école d'ingénieur tous les deux. Je savais pas ce que je voulais faire. C'est grâce à lui. Hein, moi, pareil, moi, j'étais en école d'ingé, Mouloud. Je faisais une école d'ingé en alternance. J'étais sur Grenoble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous vous étiez dit, on va être ingénieur, à la base. Tu sais, quand tu viens des quartiers, on a tous grandi avec ça. La maman qui te dit soit médecin, soit avocat ou soit ingénieur. Il n'y avait personne dans la famille qui l'était. T'as un objectif ingénieur, mais ingénieur dans quoi? Je ne sais pas, mais je vais l'être, tu vois. Moi, j'ai eu la chance, j'ai mon papa qui avait un doctorat en maths. Il est venu d'Afghanistan, il a eu une bourse, il a fait un doctorat en maths. Donc, moi, autour de moi, tu vois, j'avais le papa qui m'a orienté. Donc, je savais, en fait, dès le début, je m'étais dit, je vais faire une école d'ingé. Parce qu'en fait, tu te dis, tu vas le plus loin possible dans les études et après, tu choisis. Donc, comment est-ce que vous êtes passé de on fait des études d'ingénieur à on devient entrepreneur? C'est une question qu'on nous pose souvent, mais je pense que c'est quelque chose que nous, on avait dans les tripes. Dès qu'on était étudiant, déjà, c'était la débrouille, c'était de se dire... on regardait les entrepreneurs, on disait que c'était un vrai ascenseur, tu vois, social, l'entrepreneuriat. Et c'est resté dans nos têtes. C'est déjà en 2015, quand on était étudiant. Abderrahman, il m'a déjà parlé du safran en 2015, alors que moi, je terminais mes études. Et on s'est toujours dit qu'on va essayer des choses. Après, c'est un état d'esprit. Tu vois, il y a des gamins, ils ont 10 ans. C'est déjà des entrepreneurs, ils ont déjà envie de faire des choses, de faire du business, tu vois. Et je pense que tous les deux, on avait cette particularité très tôt, en fait. Mais c'est intéressant parce que tous les étés, on a ce reportage sur ce petit qui vend des glaces T'as vu ou des fruits au marché. Moi, lui, je faisais quoi? J'achetais des canettes à Carrefour, 50 centimes, et j'allais les vendre au marché, tu sais, à l'époque, dans une glacière, à 1 €, tu vois. J'avais 10 ans, je faisais ça. J'ai fait ça un jour, et après, j'ai arrêté, j'ai vu toutes les autres canettes. Mais tu vois, t'as ça à l'intérieur de toi. Vous vous intéressez au safran. Comment et pourquoi? Tu vois, le safran, la manière dont il est arrivé, c'était incroyable. En fait, moi, j'étais en Afghanistan en 2015. Donc, depuis 2007, je vais souvent en Afghanistan. Et tu vois, quand tu vas sur place, tu te rends compte en fait, que le pays, il avance pas. Et vraiment, quand toi, t'es français, tu te dis, mais toi, tu sens que t'avances. Et tu vois ton pays d'origine qui n'avance pas, les jeunes qui n'avancent pas, ça te crée un pincement au fond de toi. Et en 2015, moi j'ai mon oncle qui a le même âge que moi, il me dit viens, je vais te montrer quelque chose, il me ramène dans le marché, il me montre une épice rouge et il me dit ça, c'est du safran, c'est le meilleur safran du monde. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux une étincelle. Tu sais, le sentiment de fierté en fait, de se dire nous, on a le meilleur safran du monde. Et je rentre en France et je vois le safran, l'or rouge. Et effectivement, le safran afghan primé plusieurs fois d'affilée, meilleur safran du monde. Et j'en parle à Nadir, et je lui dis, mais il y a un truc à faire autour du safran. Et en fait, le truc, c'est que la marche a été trop haute, Mouloud, tu vois. Toi, tu sors d'école, t'as pas d'argent, tu dis, je vais faire un business autour du safran. Ça t'effraie, en fait, au début. Puis j'imagine qu'il y a aussi tous les clichés qu'on a sur l'Afghanistan. Moi, quand il m'en a parlé, j'ai dit, ouais, ce qui m'a plu, c'est l'aventure du cœur. Tu vois, quand il me dit, j'ai vu cet élan d'espoir ou cet espoir que représentait le safran pour la population, je me suis dit tout de suite...
J'aimerais, moi, en tout cas, de me dire, je me lève les 10, 15 prochaines années de ma vie et je me rends compte que mon travail permet d'impacter des gens autour de moi. Demain, je vais avoir des enfants. J'aimerais bien que mes enfants ils soient fiers de ça, tu vois. Et l'entrepreneuriat impact, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête. C'est le business, c'est une bonne chose, mais je voulais que mon travail soit utile, tu vois. Quand on est originaire d'un pays comme l'Afghanistan, qu'on se dit, je vais faire des allers-retours pour monter un business là-bas, on est confronté à quelles contraintes, quels clichés, quelles barrières, en fait? Je vais te dire, moi, dès qu'on s'est lancé, déjà ouvrir un compte bancaire, c'était impossible. Tu Pourquoi? vois, dès qu'on parlait de notre business model, on a le meilleur safran du monde qui vient d'Afghanistan, ici et là. C'est mort, on recevait des refus sans qu'ils nous expliquent le pourquoi. Mais tu le sais, Afghanistan, combien de portes on a prises. On avait peur aussi qu'il se passe quelque chose géopolitiquement et que ça nous porte préjudice sur le business aussi, tu vois. En fait, on était toujours avec une espèce d'épée de Damoclès, tu vois, au-dessus de la tête. Mais en même temps, on s'est dit, c'est une population qui est tellement en difficulté. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'avoir des personnes qui se tiennent debout dans les moments difficiles pour rendre ces moments difficiles beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Et on s'est dit, c'est dans cette difficulté, en réalité, qu'on trouve notre sens, tu vois. Tu sais, Mouloud, la population afghane, c'est la deuxième population la plus forte d'exilés et d'émigrés. Et en fait, cette population-là, principalement, c'est des jeunes qui avaient un travail en fait, sur place. C'est pas des jeunes qui n'avaient pas des moyens. Et en fait, c'est une population qui a du mal à trouver un espoir, qui a du mal à s'identifier en fait, dans son pays d'origine. Et en fait, avec Nadir et les gars, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va essayer de raconter l'Afghanistan, mais avec une autre image. Et tu sais, moi, ça m'a frappé. Quand tu tapes Afghanistan sur Google Images, c'est des images d'armes, c'est des images de pavots, c'est que des images de désolation. Et on s'est dit, pour construire... Des femmes aussi, la condition des femmes aussi. Exactement. Et en fait, on s'est dit, pour construire, il faut ramener des belles histoires, il faut changer le narratif. Et il faut rendre en fait, les Afghans fiers de leur terroir pour qu'en fait, ils puissent se dire, OK, il y a quelque chose à faire. Avec combien est-ce que vous démarrez? Comment est-ce que vous trouvez l'argent au début? Et comment ça fonctionne, en fait? C'est quoi les premiers obstacles? Le premier obstacle, tu te rends compte qu'il faut de l'argent pour lancer un business, quoi qu'il arrive, tu vois. Et il faut que tu consacres du temps. Donc la première chose, c'était nous de démissionner de nos activités, de se mettre à temps plein dessus. C'était quoi vos activités? Moi, j'étais ingénieur et je travaillais chez Amazon. Et donc j'ai eu cette opportunité, après beaucoup d'efforts, de pouvoir intégrer un poste et une carrière. J'ai tout abandonné, tu vois. Je déménage de Lille à Lyon. Lui, il était en VIE en Norvège, tu vois. Et après, il était chez Renault Trucks ici, tu vois, en France. Il a démissionné. Et la deuxième chose, de l'argent. Et tu vas rigoler, nous, on ne savait pas, on connaissait ni business. J'avais jamais monté un business plan, t'es ingénieur, mais t'apprends pas tout, tu vois, quand t'es en école d'ingénieur. Et je me souviens, on allait pitcher des potes et on a écrit sur une feuille 50 000 €, on allait faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et même ces 50 000 €, je savais même pas où les trouver, je les avais jamais vus dans mon compte bancaire. Et on avait pitché dans un restaurant indien à des potes et ils nous avaient prêté de l'argent. Et puis finalement qu'on a converti en actions. Et puis ensuite, le Covid est arrivé par là, très rapidement. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de 250 000 € pour rentrer plutôt exploiter les vertus thérapeutiques du safran. On est rentré dans un autre monde, il fallait beaucoup plus d'argent. Et en fait, on a appelé tous nos potes et on leur a dit ramenez tous un pote. Et en réalité, c'est comme ça qu'on a levé, c'est que auprès des proches. Ils servaient à quoi ces 250 000 €? Si je vous demande de me repitcher comme si c'était au début. Et en fait, tu vois, il suffit pas de broyer du safran et de l'ingérer tel quel pour dire je vais avoir tel et tel bienfait. On a dû développer un procédé d'extraction moléculaire. Presque une centaine de molécules dans le safran. On a 3 qui sont principalement intéressantes à isoler, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'était de développer en fait, le premier produit, la première formule, puis le site web, puis l'image de marque, puis les premiers recrutements. Et en fait, ça part comme ça, 250 000 €. Et 1 an après, on a relevé 300 000 €. Encore de vos proches ou d'autres gens? On aurait dit, ramenez un autre pote qu'on connaît pas. Non, mais vraiment. Et puis, ça s'est vraiment fait comme ça. Donc, au final, le point de départ, c'était 550 000 €. Ouais, c'est ça, en 2 ans, tu vois. Pour lancer les produits, c'est ça? J'imagine que quand on se lance dans un produit comme le vôtre qui dit avoir des vertus thérapeutiques, est-ce qu'il faut des brevets? Il faut être validé? Parce que là, vous touchez à la santé. Donc, si vous voulez être en pharmacie, j'imagine qu'il y a des réglementations hyper strictes, non? Ou on peut y aller comme ça? Non, tu peux pas. Dieu merci, heureusement, parce que on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Il y a beaucoup de bullshit, tu retrouves beaucoup de saupoudrage d'actifs, tu vois. Il faut que, déjà, premièrement, il y a les autorités de santé. Tu dois montrer patte blanche, montrer ta formule et dire quelle est la composition de ton produit. Et tu as des autorisations de mise sur le marché qui sont données, tu vois. Donc ton packaging est audité, ton site web est audité, tous les éléments de langage sont audités, en fait. Tu peux pas parler d'épices miracles. C'est vraiment ce qu'on appelle des allégations officielles. Tu peux pas sortir de ces allégations officielles. S'il n'y a pas d'études en face qui montrent que tu as tel et tel bienfait, tu ne peux pas le vendre. Et si tu le vends, derrière, tu peux avoir des grosses problématiques derrière, forcément, amende,
c'est pas allé jusqu'à de la prison. Donc, Je vous parle de pharmacie parce que je trouve que ça a été là votre plus gros coup d'audace, plus que faire l'émission de télé. C'est que vous avez lancé une campagne qui s'appelait Qui sort s'en sort. Ouais. Et en fait, vous avez pris vos produits, vous avez quadrillé toutes les pharmacies de France. ouais, c'est ça. Et vous y êtes allé vous-même, en fait, parce que vous aviez tellement pas de contact que vous avez décidé de faire du porte-à-porte. Comment elle est venue, cette idée? Mouloud, elle est venue, on était vraiment en galère à ce moment-là. On était, franchement, l'année 2022, on était fatigués. Et un de mes associés qui gère la finance, il disait, les gars, franchement, on va mourir là. On va mourir, on va mourir. On se regarde avec Abder, on se dit, on a du stock. En fait, il faut qu'on sorte de chez nous pour s'en sortir. Allez, c'est bon. On a marre des réseaux, il y en a marre. Viens, on va sur le terrain. Viens, on va en pharmacie. Le marché des compléments alimentaires, il est en pharmacie. On a mappé des villes importantes en France. On a pris le camion, le Vito du papa d'Abder. On l'a floqué. On a pris des trottinettes électriques. D'ailleurs, on l'a marqué. Ah, ouais. Il y a toujours la marque du flocage. Il m'en veut, mon père, encore par rapport à ça. On a floqué le camion, on a chargé tout notre stock, les trottinettes. Et en fait, on a fait 10 villes en 10 jours. On allait voir des commerciaux avant de partir, d'industrie pharma. On a dit, combien tu fais de pharmacie par jour? Il me dit, j'en fais à peu près 5, 7. OK. On a fait des tests en trottinette. On voyait qu'en trottinette, c'est plus rapide. On arrivait à en faire 20 par jour. Donc, tu vois, t'augmentais même ta productivité Et humaine. quand vous arriviez en pharmacie inconnue avec un produit mais inconnu? c'était fou. Ah, On arrive c'est- déjà avec c'est- ta trottinette en pharmacie. C'est déjà. l'audace, tu vois. Arrive avec ta pharmacie. En plus, le pharmacien, il te grille à des kilomètres. Il sait très bien, en Ouais. fait, que toi, t'es pas un vrai commercial, tu vois. Tout de suite. Et en fait, c'est l'audace. Ça veut dire que tu vas, tu pitches avec ton cœur, tu lui dis, fais-moi Ouais. confiance. C'est moi le fondateur, tu vois. Et il y a des pharmaciens qui nous ont fait confiance, c'est magnifique. Mais par contre, on s'est mangé des portes. hein. C'est mon Tu shit, te- c'est gif. À certains moments, tu te remets en question. Ouais. Et après, paf, tu vois, ça mord. Et après, tu repars. Moi, il y a des villes, elles m'ont fait mal. hein. Je me souviens, Toulouse. Ouais, Toulouse. J'ai rencontré 20 pharmacies, j'ai eu 20 refus. Pareil, Ah. pareil pour moi. Si ça n'avait pas marché, J'arrive même pas à me le dire. Ouais, ça. moi aussi, Tu sais, j'arrive quand pas à me le dire, on a ouais. démarré, il n'y avait pas de ça passe ou ça casse. C'était ça passe ou ça passe. Pas le choix. On a eu tellement la pression de nos... En fait, le fait d'avoir pris de l'argent à des proches, Ouais, ouais. ça te met encore plus la pression. C'est un investissement. Donc, on leur disait, les gars, on peut tout perdre. On leur disait ça. Mais en fait, nous, la nuit, tu sais, c'est un stress. J'ai jamais eu cet argent-là. Mais ça, on est tous abreuvés de vidéos inspirantes Ouais. sur Instagram d'entrepreneurs qui nous font croire que quand on veut, on peut. Mais en vrai, c'est pas vrai. Il y a des endroits où on peut faire ce qu'on veut, on peut pas. Ouais, c'est Vous clair. venez de ces endroits-là. Ah mon gars, tu sais, les levées de fonds, 250 000 euros, quand tu viens de Station F, ça lève des millions, alors que sur un PowerPoint, nous, pour lever 250 000 euros, l'énergie que ça nous prend, tu sais, quand je t'ai dit de 300 000 euros quand on les a levés, Abder, il n'était pas là, c'était une question de vie ou de mort, on avait 3 semaines pour le faire. Moi, après, j'ai fini à l'hôpital. Mon corps, il m'a lâché. C'était une... De fatigue. Ah, de fatigue, c'était intense. Et ça, tu vois, et je sais que certains mettent beaucoup moins d'énergie pour lever beaucoup plus. Et on nous a promis une Startup Nation. Voilà, On nous a promis plein de trucs. Mais est-ce qu'elle existe ou pas, ou elle est réservée pas à tout le monde? Je pense que nous, on a été beaucoup aidés par l'environnement start-up. Tu sais, quand il t'a dit, Nadir, nous, quand on a commencé, on ne savait pas comment faire un business plan, comment aller pitcher, comment aller chercher de l'argent. Ouais, c'est On a vraiment été accompagnés. Et vraiment, tu vois, on a été pris par la main gratuitement. C'est-à-dire qu'on avait des cours à l'EM Lyon, on avait accès à des locaux qui étaient magnifiques, on n'a rien payé de notre poche. On a eu des aides de la BPI. Donc, tu vois, on a été vraiment aidés. Ouais. Mais en fait, ça ne fait pas tout. Au bout d'un moment, c'est dans la tête, en fait. C'est ce que tu as la niaque d'aller chercher ce que tu veux. Parce que les subventions et l'écosystème startup, il va pas tout faire. Et les gens, ils s'arrêtent à ça, en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que vous avez dû passer par une émission comme Qui veut être mon associé? Si vous avez fait le tour des pharmacies, que ça commençait à arriver. Ça commençait à apprendre, mais je t'avouerai, l'émission, ça a été incroyable pour nous. En fait, c'est un vrai... Mais vous étiez dos au mur pour y aller? Non, on n'était pas dos au mur, mais je pense c'était le meilleur moment pour nous. Déjà, ça fait 4 saisons qu'on postule. Hein, déjà, pour te dire Donc la vous avez commencé détermination. à postuler dos au mur. Ouais, c'est vrai, exactement. on était dos au mur, C'est ouais. exactement ça. Et puis, ça allait de mieux en mieux. Et en fait, je pense que ça ne pouvait pas arriver au meilleur moment que là. On a eu un succès particulier. Et la visibilité qu'on a eue, je ne pense pas qu'on l'aurait eu ailleurs, tu vois. Où ça aurait été beaucoup plus difficile, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Parce que à travers l'émission aussi, il y a le fait de lever des fonds et aussi de raconter l'histoire, tu vois, aux Ouais. Français. Et nous, on était tellement fiers de notre projet. On s'est dit, c'est dommage, en fait, que ça reste dans notre cercle à nous. Ouais. Il faut qu'on le montre à la France et on va voir ce que ça va donner. Et ce qui est dingue, avec toutes les portes que vous vous êtes pris, qu'il s'agisse des discriminations, des problèmes économiques, des problèmes à créer une boîte et à s'en sortir, vous gagnez le concours et ça donne ça. Moi, je suis en train de tomber vraiment in love déjà d'un duo de choc. Moi, ce que je vous offre, c'est tout de suite 200 000 euros pour 5%. Je suis dedans pour le même montant. Je suis intéressé, 200 000 euros pour 5%, et après, vous ferez votre choix. Je vous mets 200 000
pour seulement 4%, 5 millions de valos, parce que je pense que vous les valez largement. Ce sera 4% pour 200 000 Ça euros. sera 4% pour tout le monde, hein, parce qu'à ce petit jeu... Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Ça, je pense que vous le savez. Bien sûr. Mais on veut prendre un maximum de personnes. Donc, on vous propose 3% de la société pour 200 000 et on prend 3 personnes avec nous. Bah, Jean-Michel Aulas, clairement, on ne peut pas refuser. C'est normal. Il est avec nous, il continue avec nous. Kelly et Jean. Bravo. C'est pour vous aussi, monsieur Aulas. Hein. Bravo. Il était venu en visiteur, il se retrouve à cracher 200 000. Voilà, Allez, en retard dans mes rendez-vous. Voilà, ça vous aura coûté 200 000 euros. Est-ce que cet argent, il est réel? Parce que nous, on voit à l'émission, je mets 200 000. C'est une vraie question. Hein. Est-ce que c'est vrai? Non, dans notre cas, nous, c'est réel. Ça prend du temps. Il est toujours pas rentré, mais c'est en... Il est réel, fictif, réel, tu vois. Non, ça avance Pour bien. l'instant, c'est un réel sur Insta. Exact. Elle est pas mal. Mais ouais, non, c'est réel. Il y a du juridique qui est incompressible. Et on est dedans, là, actuellement. Vous l'avez pitché combien de fois depuis le début, votre projet? Ce pitch-là qu'on a fait à Qui veut être mon associé, on l'a pitché dans la voiture sur le trajet Lyon-Paris. Ouais. Parce qu'en fait, Vous l'êtes répété pendant 5 heures. Voilà, pendant 5 heures, on l'a fait avec Nadir. C'est énorme, 5 heures. Hein. On s'est dit, justement, on va venir en voiture, on va monter en voiture, on va s'isoler, toi et moi, on a 5 heures en tête-à-tête, on fait que ça. Et donc, ce pitch-là, je pense, c'est le pitch qu'on a le plus travaillé. Après, c'est vrai que pitcher, tu vois, c'est pas juste bien parler. Ouais. Parce qu'en fait, il faut réussir à passer les idées clés au bon moment. Et ça, c'est vraiment une construction. Mais je pense qu'avec Nadir, on l'a tellement fait maintenant qu'on connaît les grandes parties du pitch et en fait, on est en mesure de le faire. Ouais. Même lui, il connaît mes punchlines par cœur, tu vois. On se connaît par cœur. On a tellement pitché. Est-ce qu'il faut imaginer avoir en face de soi les questions les plus improbables et savoir y répondre quand même? Tu prépares ton pitch? Ouais. Franchement, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On se préparait, nous, tu vois, la pire question... les questions qui sont les plus chaudes, par exemple, pour l'Afghanistan, comment ça se passe avec les talibans demain? Géopolitiquement, comment ça se passe? La position. Eh ben, nous, ce qu'on dit depuis le début, on est apolitique. On est apolitique, on ne travaille jamais avec le gouvernement. On travaille avec les agriculteurs, on travaille avec des hommes, des femmes, on travaille avec l'éducation des femmes, avec une ONG, tu vois. Tout ça, c'est des choses qui... on nous posait aussi des questions qui étaient un peu chaudes, tu vois. C'est ton business, l'Afghanistan ferme, il est dans une liste noire, comment tu fais? Tu n'as plus de safran. Tu vois? Donc, tu essaies toujours de préparer, même d'un point de vue business, aux communications, au pire. Et si l'Afghanistan ferme et que vous êtes sur une liste noire? Eh ben, nous, on a déjà ouvert des champs de safran au Maroc. Tu vois? Nous, c'est un truc que depuis 2020, tu posais la question par rapport à l'Afghanistan. Le conflit géopolitique qui te hante, en fait. Parce que tu sais que c'est des pays qui sont instables, en fait. Donc, on savait, en fait, que très rapidement, il fallait ouvrir différentes filières. C'est clair. Et quand tu as un investisseur en face de toi, parce que c'est ça le but du pitch, c'est normal qu'il va te poser des questions. Au contraire, moi, s'il n'y a pas de questions, je te dis, mais est-ce qu'il croit vraiment au projet? Il faut qu'il y ait des questions piquantes. Exact. Et donc là, vous devez me pitcher. J'écoute. Allez, Nouveau vas-y. pitch. Vas-y. Bah, écoute, salut Mouloud. Tu vas bien? Ça va. Bah, nous, on est des entrepreneurs lyonnais. On a développé un concept qui est celui de la safranothérapie. On est expert dans le safran. On a un safran qui est source d'espoir pour des milliers de personnes. De rien, parti de zéro. On a construit une société aujourd'hui dans laquelle on rêve de travailler. On a 35 employés, principalement issus de QPV. Et aujourd'hui, on rayonne, en tout cas Naali rayonne en France. Et on vit une aventure incroyable. On change la vie des gens. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Mouloud, aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse bon aujourd'hui... Ah, pas fini. Ah, il n'est pas fini. Là, c'était ma partie. Très bonne intro. C'était l'intro. Ouais. Je dirais qu'on est sur un pitch praliné croustillant. Jambon fromage. Sans jambon. Ce qui nous intéresse, nous, Mouloud, c'est la santé mentale. Donc le safran, il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent les effets du safran sur la santé mentale. Et nous, en fait, c'est vraiment un point qui nous intéresse. Donc faire de la science autour du safran et proposer des produits qui vont impacter en fait, le bien-être mental de nos clients. Parce que le bien-être mental, c'est vraiment la base en fait, du bien-être. C'est là que je vous pose la question qui fâche. Vas-y. Du pitch. Qu'est-ce que vous dites s'il y a des experts qui disent non, ça n'impacte pas la santé mentale ou non, ça n'est pas prouvé, les vertus scientifiquement ne sont pas prouvées? Eh ben, on va poser la question, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une connaissance? Parce que si c'est une connaissance, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a une multitude de publications scientifiques autour du safran qui montrent en fait ses effets sur le système nerveux et la santé mentale. Et si les gens qui disent ça travaillent au sommet de l'État, qui vous remettent en question? Je pense qu'il y a différentes approches. On l'accepte, on l'entend. Mais aujourd'hui, nous, on a un comité scientifique. On a dans nos équipes des experts du safran, comme il y en a peu en France. Donc aujourd'hui, on sait de quoi on parle. Et si on dit ça, moi, j'aimerais bien répondre une chose, c'est on est prêt à discuter, on est prêt à échanger et comprendre, en fait, qu'est-ce qui est reproché, tu vois, par exemple. Vous êtes pris une salve d'articles contre vous, déjà? Pas pris une salve, mais un article particulièrement. Ouais. Après l'émission, tu vois, la visibilité, ça apporte toujours son lot de détracteurs et de soutien. Il y a eu un article, justement, qui va dans ce sens-là.
Et franchement, ça ne nous a pas fait plus mal que ça. L'idée, c'était de comprendre pourquoi et essayer de pouvoir échanger ou d'avoir une discussion. Bon, ça n'a pas été forcément possible, mais on avance. Notre mission, elle dépasse tout ça, tu vois. Je pense que votre succès, il est aussi lié à un ras-le-bol en France et à un mal-être. La France est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Quand on voit la crise des opiacés aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a une envie de passer à autre chose. C'est pour ça que les compléments alimentaires cartonnent. Ouais. Il y a un retour au naturel. Nous, on l'a vu dès qu'on s'est lancé. Tu vois, on revient beaucoup, remèdes de grand-mère, des infusions, on se prépare les choses nous-mêmes, etc. Je pense que les personnes ont envie de sortir un peu de ces cures-là qui peuvent être lourdes. Mais elle est où la ligne entre remède de grand-mère et obscurantisme? Déjà, nous, dans la démarche, c'est de proposer une alternative qui est solide scientifiquement. Alors, très rapidement, nous, on s'est entouré d'experts scientifiques qui nous accompagnent. Et ce qui est très important... C'est important de le dire parce qu'on en a vu aller en prison qui vendaient des cures de jus frais pour lutter contre le cancer et des gens qui sont morts en les écoutant. Ouais, exactement. C'est la première chose qu'on s'est dit, nous. On ne joue pas avec la santé des gens. On a une mission, cette mission, elle englobe beaucoup de choses. On a monté, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on n'avait pas de salariés. On a monté un comité scientifique avec des docteurs en biologie, en pharmacologie, etc. etc. On avait plus de comités scientifiques que de salariés au démarrage. Et c'était la meilleure manière, en fait, de construire des produits qui soient efficaces. Et c'est ce qu'on a fait. Ça nous a coûté tout notre argent au démarrage, mais c'était un investissement qui était important, tu vois. Après, tu vois, nous, on est là pour apporter des alternatives. Il y a des gens qui consomment les produits qu'ils doivent consommer, qui ont envie d'avoir quelque chose d'autre. Ben, on est juste là pour le proposer. On fait ce travail scientifique derrière, on essaie d'avoir le meilleur produit possible. Et aujourd'hui, les retours qu'on a à Mouloud, c'est incroyable. Franchement. Tu vois, des fois, tu lis un retour, tu te dis, mais c'est mon produit, ça. En fait, la manière dont ça impacte les gens, ça nous nourrit, mais incroyable, de manière incroyable. On nous arrête dans la rue aujourd'hui, mais j'aurais jamais cru ça déjà. Safran. Ouais, déjà. Safran, viens. On m'appelle Safran déjà, on m'appelle plusieurs fois. Mais surtout quand on marche tous les deux, parce que du coup on est passé dans l'émission, on nous arrête. Des gens ils nous disent, mais vous avez changé ma vie. Mais moi, tu sais, je sais plus où me mettre quand on me le dit. Là, vous revenez des États-Unis. Quand on sait l'histoire entre l'Afghanistan et les États-Unis, comment vous êtes reçus là-bas? Et les gens, ils font vraiment la part des choses. Nos interlocuteurs, ils le font. Et les gens, ils adhèrent au projet parce qu'il y a une portée sociale qui est forte. Et ça réunit les gens, tu vois. Quand on a pitché aux États-Unis, partout où on est allé, franchement, le projet Impact, ils aiment vraiment ça. Et ils se disent, j'espère que c'est pas du greenwashing, parce qu'ils en ont tellement vu passer aussi du greenwashing là-bas. C'est quoi le greenwashing, pour ceux qui ne savent pas? Du greenwashing, c'est, je vais dire n'importe quoi, mais je suis une société... je vais donner 1% pour la reforestation, par exemple, du sud de l'Asie. Mais de l'autre côté, au Brésil, je détruis une partie du business ou une partie des nappes phréatiques. Mon business, en réalité, ne fait pas du bien au monde et je me donne une cause pour essayer de me rattraper. Ça, c'est du greenwashing. Et cette cause-là, je vais l'utiliser en marketing pour vendre encore plus mes produits, pour attirer. Alors qu'en réalité, mon business fait plus de mal qu'autre chose, tu vois. C'est quoi la plus grosse erreur que vous ayez faite? On a fait plusieurs. Je sais même pas laquelle chose. Je pense moi j'en ai une en tête, tu vois. On venait d'avoir nos produits, donc on était tout frais en fait. On venait juste d'avoir nos 20 000 unités du premier lot, etc. En fait, on a voulu accélérer d'un coup. En fait, on s'est dit plutôt qu'aller doucement, on va aller très vite. Et on a cramé quasiment 200 000 euros comme ça, tu vois. En voulant aller très vite et en se disant, en fait, attends, là, ça va trop vite pour nous, tu vois. Et en fait, on a pris la décision de dire, attends, on va ralentir, mais on a perdu de l'argent. Est-ce qu'il y a une éducation à ça? Est-ce que quelqu'un apprend à ça? Ouais, je pense qu'il y en a, ouais. Il y a des mentors. Ou est-ce que vous, c'est votre responsabilité maintenant pour les gens qui viennent des mêmes endroits que vous? Clairement, je pense qu'on a vraiment une responsabilité, on la sent. Depuis qu'on est passé à l'émission, mais même avant, tu vois, beaucoup de gens nous contactent, nous demandent des conseils, parce qu'ils se sentent proches de nous, tu vois. On se ressemble en réalité, on vient des mêmes endroits. Et je pense qu'on a cette mission, dans notre mission, c'est de la transmission et de dire voilà quelles sont les barrières auxquelles on a été confrontés. Et je pense la manière dans laquelle on a essayé d'enlever ces barrières-là en avance, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'était incroyable. Je pense qu'un entrepreneur, il doit s'entourer d'entrée. C'est ce qu'on a fait, de personnes qui sont expérimentées, qui ont déjà vécu ton truc. Première chose qu'on s'est dit... Ils ont déjà fait le chemin, en fait. Tu vois, la première chose qu'on s'est dit, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses? Eh bien, nos faiblesses, on va trouver des gens qui sont experts, tu vois, et ils vont nous apprendre la vie. Qu'est-ce que vous avez à dire à un gars, une fille, jeune ou même âgé, parce qu'on peut entreprendre à tout âge, qui est au fin fond de la campagne, qui connaît personne, et qui se dit, tiens, moi, j'ai une idée. J'ai envie que ce qui me passionne tout le monde. Il faut que la personne, elle soit prête à faire des sacrifices. S'il faut qu'elle déménage
dans une ville ou dans un endroit où il y a un écosystème qui lui permettra de se développer, il faut qu'elle soit prête à le faire. Il faut qu'elle soit prête à se manger des portes. En fait, vraiment, tu vois, cette notion du sacrifice, des fois, tu as l'impression que tu ne le retrouves pas assez dans les réseaux sociaux. Ou dans, tu vois, tu as l'impression que ça vient vite, ça vient facilement. Tout est beau. Alors qu'en fait, il y a énormément de douleur, il y a beaucoup de sacrifices de la part de l'entrepreneur, des familles, de tout le monde. Mais ce sacrifice-là, en fait, au bout d'un moment, il paye. Et ça, c'est une vérité. Ça paye dans tous les cas. Ce que je vais te dire, il y a quelque chose qu'il faut aussi expliquer aux plus jeunes, c'est que c'est normal d'avoir honte de se planter au début. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Que, bah, OK, il y a la souffrance, mais il y a aussi la honte de « Et toi, t'en es où ?» Bah oui. Bah, tu vous sais, l'avez déjà fait, cette réponse, j'imagine. Bah oui. Ouais. Comment t'expliquer par quoi commencer, tu vois. Au début, Tu sais, c'est quoi son job, lui? Tu vois, on entend parler de CEO, plein de titres honorifiques. Tu sais quoi son job, lui? Lui, il est Chief Galère Officer. Chief Galère Officer. Ouais. On gère que des galères. CGO. Exactement, c'est son job chez nous. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est que des galères. Et de galère en galère, tu t'améliores et tu deviens meilleur. Ouais. Mais ça te forge. Je te promets, chaque année chez nous, on a l'impression qu'on en vit 10 en un an. Comment ça se passe quand vous allez en Afghanistan voir un producteur à qui vous demandiez au début une certaine quantité? C'était quoi au début? Dingue. C'est 500 grammes. 500 grammes, et maintenant il vous faut combien? 350 kilos. 350 kilos. Ouais. Comment il vous les fait? C'est 350 magnifique. kilos. Ouais, La récolte du safran, c'est une fois par an. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, c'est par exemple, notre fournisseur principal, c'est une ferme familiale. Il a récupéré ça de son père. Et en fait, ce safran-là, il le récolte. Il récolte à peu près 500 kilos, tu vois, sur l'année. Nous, au début, on venait avec 500 grammes. On lui disait, voilà comment on veut travailler, voilà ce qu'on veut faire. Il ne nous écoutait pas. Maintenant, on a le tapis rouge. Par Et exemple, alors, je repose une question chiante de mec qui entend un pitch. allez, vas-y. Si demain, une grosse boîte qui a vraiment les moyens Ouais. d'acheter 5 tonnes Ouais. dit, je vais faire pareil que Nali, est-ce qu'elle peut? Elle peut, et si elle va en Afghanistan, moi, je suis le plus content. Parce qu'au final, elle va développer l'économie afghane. Là, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, nous, on a développé un lien avec le partenaire que lui, il n'arrivera pas à développer. Parce que moi, ce partenaire-là, tous les 2 ans, je vais chez lui, je mange avec lui, j'ai mangé avec son père. Il y a un lien de confiance qui fait que maintenant, en fait, on est... Et puis, dès le début, on lui a dit, écoute, nous, on n'est pas des clients comme les autres. Nous, on veut avoir une démarche d'impact. Au début, il pensait que c'était de la flûte. Ouais. Et en fait, il a vu que plus on grandit, plus nous, en fait, on essaie de mettre des choses en place. Cette démarche de confiance, tu l'as pas forcément avec l'argent. T'apprends à connaître quelqu'un en voyageant avec lui, mais aussi en faisant du business. Tout le safran, c'est l'épice la plus frelatée. Il y a une étude de Foodwatch qui disait 80% du safran sur le marché, il est frelaté. C'est très facile, en fait, de te faire avoir sur du safran. À fond. Tu prends 5 tonnes, Tu vas avoir un c'est très kilo de difficile de paprika, tu savoir, vois. en fait, est-ce que Une ces 5 tonne de tonnes-là, c'est de la qualité. J'ai une super réponse pour vous. Allez, vas-y. Copiez-nous et le monde sera meilleur qu'avant. Ah, magnifique. C'est bon, Lassine. Tu nous la donnes, celle-là? Allez, c'est cadeau. Après, tu vois, ces questions-là, quand tu es au début, elles te paralysent. Ouais. Tu vois, moi, je vois trop d'entrepreneurs, ils se posent des questions de l'espace. Ouais, si demain ça arrive, mais fais le premier pas, tu vois, arrête de te poser trop de questions. Si demain on me copie, si demain à la fin, ils se lancent même pas, tu vois. Fais-le et après, tu régleras les problèmes après. Ça, c'est le problème de Startup Nation, justement. Attention, je parle pas de mon projet. Là. Mais en fait, parle, va échanger. Des fois, en fait, dans le business, je te promets, les idées les plus... qui sortent de l'ordinaire, elles viennent de la personne que tu t'y attends le moins. Mais vraiment. Et en fait, je pense qu'on a appris une chose dans le business, c'est de donner du temps et de l'attention à n'importe... La dame de ménage, tu vas poser avec elle, tu vas écouter ses problèmes. Je te promets elle va pouvoir te remonter des choses qui peuvent être extrêmement importantes pour toi. C'est ça le business, je pense. C'est de l'humain, tu vois. C'est des rencontres. Maintenant, vous représentez pour plein de jeunes, je le vois sur les réseaux, des modèles. Ouais. Est-ce que vous en aviez des modèles ou vous êtes parti de zéro? Dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément de modèle, je t'avouerai, tu vois. C'était difficile de trouver un entrepreneur comme nous qui avait de la visibilité sur des projets un peu innovants. En France, on avait un peu de mal à trouver, ouais. Tu vois, là, quand tu me poses la question, dans l'entrepreneuriat, j'en avais pas, tu vois. Ils étaient où alors les modèles? Je sais pas, moi, ils étaient dans le rap. Qui ça? Moi, je sais pas, j'aime bien Kerry James. Il m'a beaucoup inspiré, moi, Kerry James. Quand il disait, je veux pas brûler des voitures, je veux en vendre. Ouais, bah voilà. Après, dans l'entrepreneuriat, tu te tournes vers les US, voir des entrepreneurs, tu vois, qui ont des parcours inspirants. T'entends toujours, tu vois, parti d'un garage et à la fin, je monte une boîte de la GAFAM. Tous, ils ont commencé dans un garage. On a rencontré un mec qui s'appelle Moïse Ali à New York. Le mec, en 2015, il a monté sa boîte de déodorant. En 2 ans, il a fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il l'a revendu à 100 millions. Ouais. Tu vois, ça, typiquement, c'est des parcours de personnes qui sont ultra inspirantes. Mais, tu vois, c'est pas que business. C'est comment, en fait, tu arrives à laisser une empreinte. Ouais. Nous, on a choisi l'entrepreneuriat. Il y en a qui choisiront l'art. Il y en a d'autres qui choisiront d'autres choses. Le plus important, c'est de laisser une empreinte, tu vois. L'empreinte, c'est avec un mot que vous avez beaucoup prononcé, qui est le mot impact. C'est pas juste faire du business, mais c'est également de faire du social et du sociétal. Vous avez développé un partenariat avec une école
qui aide les femmes afghanes à coder, à apprendre le codage. Pourquoi c'était important de s'engager là-dessus, et notamment aux côtés des jeunes filles afghanes? Nous, quand on a commencé en 2019, on s'était déjà rapproché de Code to Inspire parce que les filles, elles avaient développé un jeu où en fait il fallait lutter contre la propagation des champs d'opium, tu vois. Donc en fait, elles étaient déjà dans un mindset que nous on aimait trop. Et ils étaient basés à Herat, là où le safran pousse. Donc en fait, c'est une école qu'on a toujours soutenue. Mais quand il y a eu le changement de gouvernement et qu'il y a eu en fait les restrictions par rapport à l'éducation des filles, on a arrêté tout l'impact que l'on faisait ailleurs et on s'est dit on va se centrer sur Code to Inspire, comment on va soutenir Code to Inspire. Parce qu'en fait, le travail que fait Code to Inspire, c'est vraiment un appel d'air en fait pour ces filles qui n'arrivent pas à étudier et qui peuvent en fait le faire via Code to Inspire, via des cours en visio. Et en fait, on s'est dit on va tout mettre sur Code to Inspire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand Abdelrahman il me dit j'ai des gens de ma famille, des femmes de ma famille qui vont à cette école, qui participent au cours de cette école-là. En fait, l'impact, on le voit même dans nos familles en réalité. Et ça fait du bien. Tu te dis, dès le démarrage, tu as construit un truc. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous a reproché. On dit attendez de faire du business, attendez d'être profitable, de faire de l'argent pour faire de l'impact. Nous, on est fiers de se dire, en fait, on l'a commencé d'entrée. C'est ce qui nous a motivés, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'être une grosse société, d'être Danone pour avoir de l'impact dans le monde, tu vois. Et puis même, tu vas pas changer tout l'Afghanistan. Ben oui. Au bout d'un moment, juste toi, tu apportes ce que toi, tu peux apporter. Mais tu vois, quand tu vois l'angoisse, parce qu'il y a les filles, il y a les familles aussi. Et en réalité, tu vois ça angoisse la famille entière. Et en fait, quand tu arrives à apporter juste ces cours-là, qui font qu'en fait, la fille, en fait, elle arrive à évoluer, à apprendre des choses, tu n'as pas changé l'Afghanistan, mais déjà, tu as apporté toi ce que tu pouvais apporter. Il paraît que vous étiez au début dans votre quartier, dans un KGB, au rez-de-chaussée, et que des gens jetaient des dingueries par le bâtiment. Quand vous aviez vos premiers rendez-vous. Ouais, c'est vrai, c'était à Bron d'ailleurs. C'était les UC6. UC6. Ouais. En fait, c'est tu sais, les rez-de-chaussée de gros bâtiments. Il y a un bâtiment, je crois qu'il doit faire 800 mètres de long. C'est vraiment, tu vois, c'est les grosses tours, l'une des dernières. Donc, le rez-de-chaussée était vide. On a demandé au maire de nous ouvrir pour qu'on puisse implanter notre boîte là-bas. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais un rendez-vous important. Il y a un des mentors qui a envoyé sa vice-présidente RH pour nous aider à mettre en place un plan de recrutement. La nana, elle vient de Washington, tu vois. C'est la vice-présidente d'un groupe qui fait des milliards. Et on la ramène à Bron. Je lui donne l'adresse. Elle arrive avec son taxi devant. Elle m'appelle, elle me dit Nadia, are you sure it's here? Je lui dis ouais, on est là, ouais, sors. Je sors, je vois, elle était en panique. Et après, elle regarde comme ça. Ça rappelle Karim Benzema et Rihanna. C'est exactement ça. Et elle rentre et elle me dit en fait, les gars, je crois que vous devez jamais partir d'ici. C'est votre garage de Jeff Bezos, tu vois. Ça m'a marqué, ça. À l'extérieur, c'est vrai que ça paraît ce que c'est, tu vois. Mais quand tu viens voir le cœur du projet, tu te dis, ouais, reste là, c'est bien. Avant de terminer, c'est quoi les objectifs là, pour vous, les 5 prochaines années? Là, c'est la première fois qu'on arrive à se projeter sur 3 ans déjà, tu vois. De manière assez précise, on sait qu'on veut implanter Nahali à l'étranger. On revient des US et on voit qu'il y a un fort potentiel aux US. Et on veut continuer à accélérer, en fait, cette aventure, continuer la pharma. Et on a un plan très clair, tu vois, sur 3 ans, comment y arriver. Mais en réalité, on voudrait vraiment... Je pense qu'on veut pas peser dans l'industrie, mais en fait, on veut peser d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue mission. On veut vraiment inspirer, tu vois. Inspirer, c'est clair, ouais. C'est donner de l'espoir. Inspirer, moi, c'est ça qui me motive, tu vois. Quand vous serez milliardaire, vous reviendrez ici? Moi, Mouloud, franchement, si j'avais pu venir avant, je serais même venu avant. Je te fais un gros bisou et je reviendrai quand tu veux. Très belle réponse. Merci beaucoup. Merci Mouloud. Les longues vies à vous. Merci, Mouloud. Merci.